Bonjour, juste avant de commencer l'épisode, je tiens à remercier les personnes qui ont particulièrement soutenu Passion médiéviste le mois passé. Je tiens à remercier Laure et David notamment. Si vous aussi voulez soutenir mon podcast, vous pouvez aller sur mon site passionmédiéviste.fr/soutenir. Et j'ai d'autres personnes à la fin de ce podcast, faudra à l'écouter après le générique, à remercier. Allez, bonne écoute et direction Poitiers. Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi ? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru ! Passion médiéviste, le Moyen-Âge, raconté par celles et ceux qui l'étudient. Est-ce que vous connaissez le Moyen-Âge ? Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? Vous pensez peut-être aux blanches églises, à Charlemagne et à la Sainte-Chapelle, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que le Moyen-Âge est une période de 1000 ans, c'est-à-dire en gros de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, c'est-à-dire des gens qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils et elles vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils et elles vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 118. Émilie et les pupilles royales en Angleterre au XIIe siècle, c'est parti. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ? Après avoir parlé dans l'épisode précédent de comment Aliénor d'Aquitaine, la reine, pouvait agir en tant que régente, eh bien aujourd'hui nous allons encore parler de femmes, de comment des femmes peuvent agir, mais là, eh bien sous un tout autre statut. Nous allons parler donc des pupilles royales. Qu'est-ce que c'est ce terme ? Qu'est-ce que ça renvoie comme statut, comme réalité ? On va en parler. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Émilie Margex. Bonjour Émilie. Bonjour Fanny. Alors je te reçois parce que tu fais une thèse commencée donc en 2019 sur le sujet le pouvoir et les héritages féminins, transmission, protection et contrôle dans les espaces normands et angevins de la conquête normande à la Magna Carta. Tu étais donc sous la direction de Martin Aurel et maintenant de Harmonie Deswez. Comme pour le précédent, je précise que cet enregistrement a lieu dans le cadre d'une journée hommage au médiéviste et professeur Martin Aurel au Centre d'études supérieures de civilisation médiévale, le CESCM de Poitiers, dont Martin Aurel fut le directeur pendant plusieurs années, et nous sommes toujours en public. Toujours les médiévistes, ils sont les plus chauds de votre région. Et Émilie, parmi tous les sujets que tu étudies, nous avons choisi de nous attarder sur le cas particulier des pupilles royales. Donc on est en Angleterre au XIIe siècle. Alors première question rituelle d'un patient médiéviste, Émilie, pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler sur ce sujet ? Alors ça commence avec l'histoire avec Martin pour le coup. Toi tu dis Martin. Oui, Martin, Monsieur Aurel. Non mais il n'y a pas de souci, on sent déjà l'attachement à son ancien directeur. Voilà, donc moi je voulais travailler sur les femmes. Et au départ sur le XVe siècle. Rien à voir. Oui, voilà, rien à voir. J'avais lu un livre de Martin Aurel en classe préparatoire, et donc je l'avais contacté. Et quand on avait fait notre premier entretien, Monsieur Aurel m'avait dit « Moi, le XVe siècle, ça va pas être possible, donc on va passer sur le XIIe siècle. » Du coup, je lui avais dit que je voulais travailler sur les femmes. Il dit, moi, je préférais travailler sur Jean Santerre. Et moi, je dis, on n'a qu'à faire Jean Santerre et les femmes. Voilà comment on fait un titre de recherche. Et j'ai travaillé sur Jean Santerre et les femmes. Et dans ton mémoire. Dans ma première année. Et dans ma première année, j'ai surtout travaillé sur Isabelle de Gloucester. Et Isabelle de Gloucester, j'avais remarqué qu'elle avait été sous garde de son mari. Ça veut dire qu'elle avait été pupille de son mari. Mais je découvrais ça, je ne comprenais pas ce que c'était. J'ai découvert, donc, ce qu'on expliquera plus tard, la garde seigneuriale. Et j'ai voulu en savoir plus en Master 2. Et après, en Master 2, j'ai vraiment ouvert sur une période plus longue et sur plus d'études de cas. Et alors, comment est-ce que tu as choisi des banques qui sont plutôt particulières quand même ? Tu le dis dans ton sujet de thèse. Donc, de la conquête normande à la Magna Carta. On est sur une grosse période quand même. Cette époque, en fait, c'est assez fondamental dans les questions de la garde. Parce que la conquête normande, on s'est souvent posé la question de savoir si la garde seigneuriale et les pupilles n'étaient pas un système normand qui avait été, en fait, implanté par les Normands dans les royaumes anglo-saxons après la conquête. Donc, un apport de la conquête. Et donc, il y a la question de la Magna Carta, c'est que la Magna Carta, donc c'est à peu près la fin du règne de Jean Santerre, et à la Magna Carta, il y a
on va dire, les 8 premiers articles qui concernent des questions de garde, dont 2 sur les veuves. Donc la conquête normande est à peu près autour de 1066 et jusqu'à à peu près 1215, donc ça fait à peu près un peu plus d'un siècle. En vérité, quand on travaille sur la conquête normande, on est obligé de travailler un petit peu avant, donc sur les royaumes saxons, puisqu'on va travailler à peu près sur la fin du XIe siècle pour comprendre les modèles qu'il y avait avant, pour voir la rupture ou la continuité. Et la Magna Carta, donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle la Grande Charte. C'est un texte qui est très important dans l'historiographie anglaise, presque plus politique même, parce qu'il y a eu une résurgence de ce texte à partir du XVIIe siècle. C'est un texte qui a été de liberté, qui a été mis après une grande révolte baroniale, aristocratique, autour des années 1215, contre Jean sans Terre. Et pendant cette révolte, on a échuté tout un texte de revendication nobiliaire. Et au XVIIe siècle, ce texte a été mis en grand étendard de la liberté pour les grandes révoltes aristocratiques qui étaient à ce moment-là aussi, pour le développement du Parlement. Et c'est considéré comme un ancêtre du Bill of Rights. Et alors, pour les personnes qui ne connaîtraient pas du tout, quel est le contexte historique de la période que tu traites ? Quels sont un peu les rois de l'époque et les événements importants qu'il faut retenir ? Il y a beaucoup d'événements qui se déroulent au XIIe siècle. C'est une période qui est très riche, aussi bien en termes de réflexion que d'action politique, surtout en Angleterre. C'est beaucoup d'événements politiques qui sont fondateurs. En termes de réflexion, même de réflexion politique, on va voir les grands textes, notamment de John de Salisbury, le Politicratus. Il y a aussi plusieurs rois qui vont se développer. Il va y avoir Guillaume le Conquérant, donc le roi de la conquête, de ce qui est fondamental pour les générations à suivre, puisque ça va être après des dynasties normandes et angevines. Henri Ier, qui sera très important parce que c'est avec lui que commence l'administration vraiment à se mettre en place. Et là, on va avoir les gardes qui vont se développer à partir de ce moment-là. Elle va être marquée aussi par une période qui est l'anarchie, donc là aussi, qui est une guerre civile qui est aussi très importante, puisque pour les femmes, mine de rien, il y avait une femme qui a voulu revendiquer le pouvoir, Mathilde, qui a été peut-être, on le considère peut-être maintenant comme reine régnante, mais c'est un peu compliqué historiographiquement. Le règne d'Henri II, qui est l'apogée de l'Empire plantagenet, au niveau territorial, avec notamment le mariage avec Aliénor d'Aquitaine, qui va à peu près donc, toute la façade atlantique, qui apprendrait à peu près de toute cette acquisition. Et après, il y a aussi les règnes des fils, qui arrivent un peu plus tard, qui est plus court, à peu près 20 ans, mais qui sont peut-être plus connus encore aux yeux du grand public que le règne d'Henri II, même si finalement le règne d'Henri II est peut-être le plus important au niveau de l'administration. Le règne de Richard Ier, parce qu'il y a la troisième croisade, il y a la rencontre avec Saladin, il y a aussi sa captivité, et notamment au niveau cinématographique, beaucoup exploité avec la légende littéraire de Robin des Bois et cinématographique. Il y a le règne de Jean sans Terre, alors lui qui est très connu, mais pour des réputations qui est beaucoup plus exécrable, surtout à partir des pertes territoriales et des tensions, l'invasion de Louis VIII qui arrive, donc après cette révolte baroniale qui arrive après des tensions assez importantes et des conflits dont la garde des enfants et des pupilles est assez centrale. Donc c'est une époque qui a beaucoup d'événements fondateurs sur la question des pupilles, surtout dans la relation avec l'aristocratie. Et parce que les pupilles sont souvent des membres de l'aristocratie, on en parlera après. Donc ça rythme cette période, la garde, et ce n'est pas une période qui a été très étudiée parce qu'on a moins de sources, et moins de sources notamment administratives, puisqu'il va y avoir un développement énorme des sources administratives à partir du XIIIe siècle, notamment les développements de justice qu'on verra beaucoup plus après. On va donc parler des pupilles royales, et on va aller au fur et à mesure un petit peu dans le détail. Alors, explique-nous, déjà tu utilises effectivement plusieurs termes. Qu'est-ce qu'une pupille royale ? Qu'est-ce que la garde ? En quoi ça consiste ? Alors, une personne sous garde, c'est une personne en fait qui est considérée comme étant en état de faiblesse et qui a besoin d'une protection extérieure. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus s'assumer toute seule. Donc, on a les cas des enfants, mais aussi il faut penser que surtout ça, on va le constater à la fin du Moyen-Âge, il y a aussi des personnes qui peuvent être sous garde, sous folie, en cas de folie. C'est le cas notamment de Gilles de Rais, qui a été, qu'on connaît un peu. Je renvoie aux travaux aussi de Maude Ternon, qui elle a travaillé sur ce sujet plus, sur la folie. Concrètement, pour nous, c'est une famille qui va être mise sous garde, c'est-à-dire il y a un ensemble familial, il y a la mère, il y a les enfants, l'héritier, s'il y a un garçon, les filles, tout le monde est sous garde, à partir du moment où il n'y a plus de chef de famille, c'est-à-dire quand il n'y a plus de père. Ça veut dire que le père est empêché. Une famille qui est sans chef, c'est-à-dire autrement dit sans père, sans autorité paternelle. Ça veut dire que le père peut être mort, ça peut dire que le père est en prison, c'est le cas notamment avec Isabelle de Gloucester, quand Henri II met son père en prison, Guillaume de Gloucester, elle est placée sous garde. Ça peut être aussi une délégation d'autorité. Par exemple, Louis VII va donner la garde de ses filles qu'il a fiancées au fils d'Henri II. Donc, c'est à partir du moment où il n'y a plus la présence paternelle, parce qu'on considère que ces gens qui n'ont plus la présence paternelle, surtout dans les milieux aristocratiques, il n'y a plus la présence militaire. Donc en fait,
Ils sont considérés ce qu'on appelle aussi les miserabilis personae, ça veut dire pas un sens économique, pas des miséraux au sens économique, mais c'est aussi un sens social. Et le roi doit protéger la veuve et l'orphelin parce qu'ils sont en état de faiblesse et notamment ils sont sujets à des prédations qui peuvent être extérieures. Il faut penser qu'être veuve, même si on aime beaucoup cette figure de la veuve parce qu'elle semble très indépendante, c'est aussi une figure de précarité. Vous n'avez plus de chef militaire au terme de la famille. Les terres médiévales, ce sont des chefs militaires. Quand il n'y a plus le père, la mère se retrouve seule. Donc elle peut être... C'est un moment souvent d'instabilité, donc il peut y avoir des prédateurs qui sont souvent des voisins, qui peuvent essayer de chipper une terre auquel on avait un conflit, donc on en profite à un moment d'instabilité pour la chipper. Mais aussi il y a des prestations intérieures, c'est-à-dire il y a l'oncle, il y a les cousins. Il y a ce qui fait le plus peur au Moyen-Âge, c'est le beau-père. On ne pense jamais les violences intrafamiliales, c'est-à-dire le père ou les violences, etc., qui viendraient du père ou de la mère. Mais la peur des marâtres et des beaux-pères est extrême. Et elle est codifiée dans la loi, notamment dans les très anciens coutumiers de Normandie. On voit que la garde est mise en place, notamment au niveau des veuves, pour éviter que le beau-père n'abuse les enfants et surtout n'essaie de capter les héritages des enfants. Et c'est pour ça qu'on va mettre en place une protection extérieure qui va être le seigneur, et après en Angleterre qui va être aussi le suzerain et le roi. C'est en quelque sorte des pupilles de la nation. Une autre petite anecdote, et les prédations intérieures aussi, ça peut être les pièces rapportées de la famille. Par exemple, dans des périodes d'instabilité. La période où Richard n'est pas là, est en captivité, Jean sans terre, qui a une fâcheuse tendance quand même à la kleptomanie, va prendre en fait le douaire de sa belle-mère à Was de Gloucester. Et c'est quand Richard va revenir qu'il va lui restituer le douaire. Donc c'est à ça que sert le roi, en vérité. Il sert à assurer la protection des veuves, et notamment quand on leur fait tort. C'est aussi une de ses prérogatives. Quand on parle de garde, pourquoi on parle de garde ? C'est vrai que ça fait un peu le garde avec la hallebarde. Ou la garde juste quand on garde les enfants après divorce, quoi. Voilà, c'est ça. Pourquoi on employait peu le terme de tutelle ? Dans l'Antiquité, on employait beaucoup le terme de tutelle. En vérité, la tutelle renvoyait surtout à une gestion intrafamiliale. C'est-à-dire que c'est un terme qu'on a au début du Moyen-Âge, c'est-à-dire un peu dans ce qu'on appelle les codes barbares, entre guillemets, c'est-à-dire les lois wisigothiques, etc. On retrouve les termes de tutelle. Et après, ça va plus en plus disparaître au terme de custodia. Et donc, la garde, c'est un système qui symbolise la garde seigneuriale. Donc, c'est l'apparition du seigneur dans la gestion familiale. Un décentrage par rapport à la famille. Alors, je suis pas sûre d'avoir compris ça, donc je veux bien que tu reprécises un petit peu. Est-ce que c'est un système qui a été amené en Angleterre avec la conquête normande, ou est-ce qu'on trouvait déjà en Angleterre un système de mise sous tutelle ? Alors ça, c'est une bonne question. Il y avait des articles qui disaient que c'était une tradition normande, mais en vérité on retrouve des traces dans les textes anglo-saxons, notamment dans le Code de Knut. Le Code de Knut, c'est les Nordiques, c'est ça ? Non, pour le coup c'est les textes anglo-saxons. Ah, ok. Une partie des textes anglo-saxons, à la fin du XIe siècle. On retrouve des cas, en fait, probablement, où des femmes ont été sous garde, et même qui ont été sous garde avant la conquête normande et après la conquête normande. Donc ça veut dire que peut-être les Normands arrivent, ils voient qu'il y a déjà un système sur place, ils font un peu un mélange avec leur système, et donc on continue. Après, effectivement, on peut dire qu'un système où les femmes dans cette société patriarcale et tout ça sont mises sous tutelle après le décès, on continue dans une continuité. C'est tout à fait français comme phrase. Du coup, à cette époque-là, est-ce qu'on retrouve des systèmes similaires dans d'autres royautés en Europe, aussi en tout cas avec un système mis en place, des textes, des lois ? Alors, on retrouve des traces plus que des systèmes. On retrouve des traces notamment dans les espaces capétiens, au niveau des seigneuries, plutôt notamment au niveau du comté de Toulouse. Et on en retrouve aussi dans les États latins. Notamment, il y a eu un cas avec la princesse Constance d'Antioche, qui, elle, était une princesse. Donc là, où on a retrouvé un cas de garde et un cas d'affrontement, notamment au cours de cette garde, entre la mère et le grand-père. Du coup, on peut dire que c'est un système qui, à la fois, répond à un besoin et aussi une sorte de domination sur les femmes. Est-ce que c'est un petit peu des deux ou pas tout à fait ? C'est pas tout à fait ça. C'est une question d'équilibre, en vérité. C'est l'équilibre des pouvoirs. Parce que, déjà, la domination, il faut la concevoir au Moyen-Âge. La question de la domination et de la prédation. Les systèmes des pupilles de la couronne, c'est avant tout, je te l'ai dit, une protection pour les femmes, dans un sens. C'est une protection... Donc c'est plus un besoin d'abord. Il y a un besoin de protection qui peut se muter parfois en prédation de la part du roi. Parce qu'en effet, c'est un contrôle sur l'héritage. Mais ce contrôle, ça veut dire qu'elles ne l'ont pas par les autres membres, c'est-à-dire de leur famille. C'est-à-dire que pour beaucoup de cas de veuves, on les retrouve seules. Elles se gèrent seules, parce qu'elles sont sous la protection du roi. Elles n'ont pas besoin d'une personne autre. Donc, dans cette situation, est-ce que la personne du roi est elle-même impliquée ?
Ou est-ce que c'est vraiment seulement la couronne en général? En gros, ces pupilles sont les pupilles de l'institution royale. Alors, le roi et l'institution royale, de toute façon, c'est assez mêlé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir dans des cas, au cas par cas, l'implication du roi. Par exemple, dans sa famille directe, en tant que puissance paternelle, on va retrouver l'implication du roi. Par exemple, avec ses belles-filles, notamment Alix, Marguerite, Isabelle de Gloucester, il les a en garde. Et là, on peut supposer qu'il est beaucoup plus présent, même physiquement. Après, on retrouve ses agents, c'est-à-dire des agents directs, qui sont ses proches à lui. Par exemple, Ranulph de Glanville, qui est un peu son justiciar, donc qui est à peu près son premier conseiller, il a plusieurs personnes en garde, et souvent des grands noms, donc comme la comtesse d'Irlande, ou alors il va avoir la sœur du roi d'Écosse. Donc quand il y a des grands noms, généralement, on retrouve des agents très proches. Et puis après, il y a les shérifs qui vont être sur le terrain, c'est-à-dire des agents qui vont quadriller le terrain, qui vont entourer les terres. Et il y a les gardiens qui sont nommés par le roi. Mais il ne faut pas oublier que les rois, en fait, que tous ces gens appartiennent à la noblesse. Donc le roi en a besoin. Il a besoin de la noblesse, et la noblesse a besoin du roi en quelque sorte. Donc tout ça est un jeu d'équilibre des pouvoirs. Alors, on va revenir aussi un petit peu. Comment est-ce qu'on devient pupille royale? Parce que là, est-ce que c'est par demande? Est-ce que c'est par obligation? On n'a pas trop le choix? Alors, de facto, on est pupille royale à partir du moment où on est veuve. Il n'y a pas une demande, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas de demande, presque. C'est automatique. D'ailleurs, on le remarque dans les textes, dans les enquêtes, les veuves sont systématiquement dans le don du roi, c'est le terme qu'on emploie, elles sont sous garde. Ce qui va différer, c'est plus ou moins si on leur met un gardien. Ça veut dire que si on leur met quelqu'un qui va gérer leur terre. Les veuves, c'est pas automatique. Les garçons, parce qu'il y a les garçons, il ne faut pas les oublier. Aussi, les garçons mineurs, c'est plus compliqué. Ils peuvent être sous la garde de la mère ou ils peuvent être sous la garde d'une autre personne. Quand je parle de sous la garde, ce n'est pas forcément la garde de corps. Ça veut dire que l'enfant n'est pas enlevé à la mère. Il faut bien comprendre ça. Ce sont les terres. Les traces de garde de corps, on revient à la thune, en fait. C'est vraiment la thune, qui gère la thune, en fait. C'est la base du pouvoir médiéval. C'est la base du Moyen-Âge, et surtout des Plantagenets, c'est vraiment la gestion des flux financiers. Après, on a des traces, et si on développe certains cas, on voit les traces de garde de corps, c'est-à-dire. Mais c'est vrai qu'on parle, nous, ce qu'on a comme texte, de toute façon, ce sont des cas de terre. Donc l'administration, les textes administratifs, on nous parlait des terres. Donc, quand on devient pupille, tu disais, c'est toujours par obligation. Et après, disons que le contrôle est plus ou moins fort. Ce qui est important, c'est pour les filles mineures. Les filles mineures, elles sont systématiquement avec un gardien. Si je résume un petit peu, en fait, les pupilles, de ce que tu résumes, c'est plus une façon de sécuriser ce que représentent les terres, on va dire, donc l'argent que peut apporter telle personne. Et donc, les personnes ne sont pas amenées à la cour d'Angleterre forcément, mais pour le coup, comme tu dis, il y a pupille, comme tu le dis, de corps, seulement pour certains cas particuliers. Certainement sur certains cas particuliers, dans le cadre où les sources nous le permettent. C'est un peu plus complexe que ça, parce que les sources sont plus complexes. Par exemple, pour tout ce qui concerne les belles-filles d'Henri II, elles ont été emmenées à la cour d'Angleterre. Et il y a possibilité qu'Isabelle de Gloucester aussi ait été partie à la cour d'Angleterre aussi. Donc la question de la présence sur les terres est complexe à évaluer. Et alors aussi, on parle là jusqu'à présent plutôt des femmes nobles et tout ça. Est-ce que ça concerne toutes les couches de la population ou seulement, on continue un peu d'exagérer, seulement celles qui rapportent de l'argent? Ça concerne principalement ce système avec la garde royale, ce sont les personnes de l'aristocratie, ceux qui détiennent des terres, soit un fief ou un douaire pour les femmes. Dans ce cas, le douaire, qui est la partie en fait que le mari va donner en sécurité pour son épouse. Il y a des cadres pour codifier la garde, c'est-à-dire pour les autres couches de la société qui sont très précises. Donc dans les textes de loi, ce qu'ils nous disent, c'est qu'à peu près pour un garçon mineur de la noblesse, c'est 21 ans, à peu près le moment où il devient adoubé. Pour un sockman, alors un sockman, le terme est assez drôle, mais c'est les termes qu'on envoie pour les paysans libres en Angleterre. En gros, c'est à peu près à l'âge de 15 ans. Après, c'est une gestion familiale, pour le coup, il n'y a pas de gestion royale. Et pour les bourgeois, ça c'est assez intéressant, c'est à partir du moment où on considère qu'il est capable de gérer son affaire. Ça veut dire qu'à partir du moment où on considère qu'il a été formé à compter, c'est marqué comme ça dans le texte de loi, ou à compter ou à vraiment mesurer les draps et à savoir pour le cas des tissus, parce qu'en Angleterre c'est les tissus. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus adaptable pour ce... Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en creux, tu as des renseignements sur comment les gens savaient lire et compter, sur même la formation des personnes. C'est hyper intéressant vu comme ça. Vu comme ça, c'est extrêmement intéressant. De toute façon, même sur la formation, on a des informations, par exemple, sur les enfants de l'aristocratie. On sait que la plupart du temps, les garçons vont aller dans les familles de leur mère quand on fait des mariages hypergamiques. C'était le cas de Guillaume le Maréchal. Donc la formation se fait de manière très empirique aussi. Il y a une côté très empirique. Pour la question des filles, parce qu'il y a une question de majorité aussi, c'est les filles, c'est à partir du moment où elles se marient. Mais il faut comprendre qu'il y a une petite nuance qui est importante pour la garde. On veut
qu'elle se marie et qu'à partir on considère qu'il y a une majorité pour se marier. Parce que, contrairement à ce qu'on croit, le but n'est pas d'épouser sa pupille. Ça, c'est un peu l'image qu'on a du vieux grigou, qui est souvent une image moderne qui va épouser sa pupille. En vérité, non. L'avantage d'un gardien, c'est de garder sa pupille en garde, parce que vous gardez les revenus. Et ça, c'est la question de la thune qui revient tout le temps. C'est-à-dire, on veut garder les sous. Et le roi distribue pas forcément les mariages, il distribue les gardes, il distribue les enfants. C'est-à-dire, il distribue cette terre qui est en garde à la personne qui doit la garder, parce qu'il va toucher les revenus. Et donc sur un temps limité. Alors que si on les fait marier, là, ils l'auront pour un long moment. Alors que si c'est juste la garde pendant que la pupille, avant qu'elle soit mariée ou quoi, là, ça veut dire qu'il tient aussi le contrôle pour que de pas totalement mettre ça dans la nature. Exactement. Mais le problème, c'est comment on évalue ce temps long, particulièrement pour les filles. Le problème est que les rois Plantagenets, et Henri II est un champion dessus, vont faire en sorte de garder le plus possible les filles en garde sans les marier. Parce que c'est beaucoup plus avantageux comme ça. Et là, on parle des filles de quel niveau ? Donc, c'est l'aristocratie ? C'est plutôt quel type de personnes ? On a une enquête, c'est ça qui est absolument génial pour ce sujet, c'est qu'on a une enquête de la fin du XIIe siècle qui est un peu une enquête de recensement, c'est-à-dire qui a été faite au XIIe siècle, donc on sait à peu près les profils qu'il y a. On en a combien environ ? Alors, nous, on a 12 comtés, parce qu'il faut comprendre que l'Angleterre est très bien structurée administrativement. C'est pour ça que la garde, elle est liée à l'administration. C'est parce qu'en fait, on a les moyens de contrôler, et donc ils ont pratiquement des départements, ce qu'on appelle les shires, et qui sont avec un espèce de préfet qu'on appelle le shérif. Donc c'est le préfet un peu du département, et qui est très impliqué aussi dans les gardes, souvent, qui va notamment percevoir les droits de garde. Ce qui se passe, c'est que donc, cette enquête, elle va concerner à peu près 12, on a conservé les documents originaux, donc ça c'est absolument génial, aux archives anglaises, et elle concerne 12 comtés, c'est-à-dire 12 petites régions au niveau de l'Est. Donc sur 12 comtés, on a à peu près un cas où il y a 99 veuves, une soixantaine de garçons et 12 groupes d'héritières. Parce que les filles héritent en groupes d'héritières ? Oui, parce qu'elles héritent pas forcément seules. C'est-à-dire les garçons, autant il y a le fief militaire, autant les filles, c'est pas structuré encore avec le droit d'aînesse. Donc la plupart du temps, on peut avoir jusqu'à 3 co-héritières. Donc en gros, des fois, on a un gardien qui a un pack. Oui, il a le pack. Exactement, il a le pack. C'est littéralement ça. Et d'ailleurs, on a parfois des traces d'abus où le gardien, on a des cas dans les rotuliers où il va prendre la totalité du domaine. C'est le cas parce que cette enquête nous montre l'historique des gardes. Il montre que l'ancien gardien a piqué tout le domaine et que quand on regarde au niveau de celui qui a pris la suite, qui est donc le mari de la fille aînée, parce qu'il y a aussi ces questions quand le mari peut aussi de la fille aînée récupérer la garde des autres sœurs, il a retrouvé le domaine complètement vidé. Il s'en est plaint au juriste qui a fait l'enquête. Donc il y a ces questions-là. Donc j'avais dit à peu près 12 groupes de 12 de co-héritières. On a au niveau des âges aussi, ça c'est assez intéressant, on a à peu près 36 veuves qui ont entre 50 et 80 ans. Ah oui, donc des veuves, quoi. Oui, et donc il faut imaginer qu'on a 27 qui sont entre 30 et 40 ans. Donc là, des veuves, pas très veuves. Oui, ce sont des mamies, c'est-à-dire que les pupilles ne sont pas forcément des toutes jeunes femmes, ce sont aussi des mamies. Beaucoup. Donc c'est vrai que là, le terme pupille, quand on parle de personnes de 80 ans, oui, ça paraît un peu décalé. Après, pour faire avec une histoire plus contemporaine, on a aussi les cas de garde de personnes âgées maintenant aussi. D'ailleurs, on emploie le terme dans le juridique au niveau des personnes âgées maintenant encore. De tutelle, on parle encore de tutelle aujourd'hui. Et de garde. Et les deux termes existent aussi. Il y a une petite différence juridique, mais je m'en souviens plus. Donc c'est ça l'idée. Mais oui, ce sont des personnes âgées. Là, du coup, il y a aussi une question, et tu l'as un petit peu dit, on a une question aussi de stratégie matrimoniale. Si on vient aux pupilles qui sont, elles, vraiment mineures, en tout cas pour les filles, ou même pour les garçons, parce que peut-être on peut aussi essayer de marier les garçons à des jeunes femmes où ça peut servir la stratégie du roi, pour servir les intérêts, pour quand même essayer de capter un petit peu l'héritage. Donc là, est-ce qu'il y a toutes ces questions qui se mettent en place ? Alors, elle est centrale, cette question, la stratégie matrimoniale. Déjà, pour une chose très simple, c'est que le roi a droit de contrôle de mariage, c'est-à-dire que c'est lui qui valide ou pas le mariage. Mais il gère tout en fait. Il gère tout. Et même il faut imaginer qu'on a le cas d'une veuve par exemple qui est mentionnée dans l'enquête et où le juriste dit je ne sais pas si elle est mariée. Elle est vieille avec cet homme, je ne sais pas s'ils sont mariés. Parce qu'elle n'a pas demandé l'autorisation. Et quand on regarde les Pipe Rolls quelques années plus tard, on se rend compte qu'elle doit payer une amende parce qu'elle s'est mariée sans l'autorisation du roi. Donc là, tu as les potins de l'époque, en fait. Et plus que les potins, parce que c'est techniquement, c'est la loi. C'est-à-dire que c'est un système de protection qui va à double sens. C'est à la fois
une protection pour les femmes, mais c'est aussi une protection pour le pouvoir royal. Parce que quand on contrôle les stratégies matrimoniales des femmes, on contrôle le territoire. Il y a le cas que tu as dû citer avec Paul, qui est le cas d'Aliénor d'Aquitaine. C'est un cas qui explique tout. C'est-à-dire que Aliénor d'Aquitaine, avec sa deuxième stratégie matrimoniale avec Henri II, a complètement bouleversé la politique de la région, étant donné qu'elle s'est mariée avec le suzerain d'Angleterre, qui était aussi comte d'Anjou. Et qui, au passage, elle était probablement sous garde de Louis VII quand elle l'a fait. Ça veut dire que Henri II s'est marié sans autorisation royale, alors que lui-même devra faire appliquer après la garde. Donc c'est quelque chose d'assez assez cocasse quand on connaît Henri II et sa gestion administrative. Il y a ça aussi. Mais donc c'est un peu le coup d'Aliénor d'Aquitaine, parce qu'on comprend, Aliénor d'Aquitaine il y a eu toute l'histoire après avec la commise des terres en Aquitaine qui va durer sur la guerre de 100 ans. Une femme peut bouleverser la stratégie matrimoniale et l'équilibre politique, c'est-à-dire l'équilibre politique d'une région sur longtemps, parce qu'elle va permettre d'inclure un autre lignage. Elle a permis notamment d'associer l'Angleterre, l'Aquitaine avec le royaume d'Angleterre pour le cas d'Aliénor. Mais ça peut se faire sur des plus petites échelles. Et ce qui fait que le roi, même dans la Magna Carta, on a encore cette position du roi qui dit « Non, par contre, j'interdirai aux femmes d'épouser mes ennemis ». Donc ça veut dire que s'il a besoin de le rappeler, c'est que ça se passe parfois. Ça se passe parfois, et c'est là aussi la question des limites, c'est-à-dire du pouvoir royal anglais. Même s'il y a beaucoup de textes qui nous montrent sa puissance, il y a aussi des limites. La preuve, c'est qu'il y a quand même une qui a pu se marier sans l'autorisation du roi. Donc il y a la question de l'application et comment on a les moyens d'appliquer. Et notamment dans les périodes de troubles, quand Richard n'est pas là en captivité. Aussi, cet immense empire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas appliquer dans l'Empire plantagenet partout. C'est très hétérogène. L'application dans les zones d'Aquitaine est beaucoup plus compliquée qu'elle ne l'est, par exemple, dans le territoire anglais, où tout est à peu près quadrillé, etc. Parce qu'eux, ils avaient un autre système, ou juste que c'est moins bien cadré, comme tu l'as dit? C'est déjà moins cadré, ils ont d'autres systèmes de coutumes. Et on sent que parfois Henri II veut tenter notamment d'impliquer plus, c'est-à-dire ce modèle-là anglais en Aquitaine. Et ça pose des problèmes, même parfois avec Aliénor. Ce qui va se poser aussi, c'est les tensions entre Capétiens et notamment Plantagenet. On a des guerres, des conflits, pas vraiment des guerres, qui vont se déclencher notamment sur des questions de garde. Il y en a une à Châteauroux où il y a eu une échauffourée qui est mentionnée dans une chronique parce que les deux voulaient la garde. Il y a la question d'Alix aussi, la belle-fille d'Henri II, qui a été fiancée à Richard et qui notamment... Il y a une chronique qui mentionne qu'Henri II aurait peut-être abusé, violé d'Alix, ça on ne le sait pas. Mais il y a surtout un problème de garde au niveau d'Alix et qui en fait... Il faut imaginer que c'est aussi des tensions au sein même de l'Empire plantagenet. Par exemple, Richard va réclamer la garde d'Alix, c'est-à-dire ce qui est de sa fiancée. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une entrevue entre Richard et Henri II, au moment d'échauffourée, où d'ailleurs Richard s'est associé à Philippe Auguste, qui est le frère d'Alix. Et Alix est un des sujets principaux d'affrontement. Le problème, c'est que Richard ne demande pas d'épouser Alix, il demande de l'avoir en garde. Ils ne veulent pas, ils veulent juste sa thune. Ils veulent le vexin qu'Alix apporte. Mais du coup, Alix, a été beaucoup ballottée avec ces histoires de garde, surtout la garde du vexin. En effet, il y a eu énormément de problèmes avec cette question-là. C'est hyper intéressant en fait, parce que je pense que jusqu'à présent, j'avais pas en tête à quel point ce système de garde a pu vraiment motiver des décisions politiques, des conflits militaires à cette époque-là, au XIIe siècle. Je pense qu'il est difficile à l'appréhender, et donc c'est pour ça aussi son côté systémique. Mais en effet, il y a un côté systémique en Angleterre avec ce contrôle qui permet de mieux comprendre la place des femmes. C'est vrai que quand on raconte ça, il y a un côté très prédation, mais il y a aussi un côté où les femmes, parfois, ont pu jouer de ce système. J'ai un cas, par exemple, dans l'enquête qui est mentionné. C'est une petite fille de 5 ans qui a été fiancée, et c'est la mère de son mari qui va récupérer la garde. Donc la belle-mère de la petite fille, donc la mère de son futur marié, a réussi à obtenir sa garde. Ce qui est plutôt rare, j'ai l'impression, en fait. Il y a des mères qui peuvent être gardiens, ça pose pas forcément problème. Donc mais c'est pas un rôle masculin d'être gardien. Pas que. C'est beaucoup en fonction de la situation du terrain. C'est-à-dire, c'est vraiment du cas par cas. Il y a beaucoup de problèmes d'adaptabilité. Et donc, comment évolue ce système des pupilles et des gardes au cours de l'époque que tu as étudiée ? Est-ce que c'est en fonction des règnes, en fonction des alliances politiques ? Est-ce que tu as vu des changements ? En vérité, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un développement qui se fait au XIIe siècle, notamment qui se fait avec l'administration et le développement de la chancellerie sous Henri II. Henri II, c'est vrai. Henri Ier commence à mettre les jalons, c'est pour ça que j'en ai parlé au début. Et Henri II, lui, va vraiment
avoir le temps nécessaire pour bien mettre en place l'administration. Sachant qu'Henri Ier, si j'ai bien compris, est le grand-père d'Henri II. Donc là, on a vraiment eu plusieurs générations, donc qui a fait que ça s'est bien consolidé. On a C'était aussi son modèle politique probablement. C'était aussi, il a été très important. Alors il y a un changement avec les 2 règnes suivants parce qu'ils sont plus instables et surtout ils demandent des expéditions. Et là, il faut de la thune. Du coup, il faut de la pression fiscale et surtout ce genre, il va y avoir une pression fiscale un peu démente. Il va y avoir notamment des droits de garde qui vont être augmentés énormément. Et ça va poser d'énormes problèmes avec l'aristocratie. Il va y avoir trop d'abus là, à partir de ce moment-là, mais qui en fait commencent déjà sous Richard. Parce qu'on vendait aussi les droits de garde ou aussi les droits de mariage. Par exemple, il a vendu les droits de son ancienne femme, qui était Isabelle de Gloucester, il a annulé le mariage. Et donc du coup, il l'avait sous garde, c'est pratique. Et il a vendu les droits de garde à peu près à 20 000 livres, je crois, à peu près. Donc ça veut dire que pour que quelqu'un puisse obtenir de la thune par une pupille, il faut d'abord qu'il puisse en gros acheter une charge, en quelque sorte. Ça dépend, mais parfois oui. Parfois, il peut demander en fait au roi une compensation parce que ça fait une compensation en moins dans les revenus. Ça peut arriver. Et donc tu vois ce système vraiment se développer, s'amplifier. Ouais, s'amplifier à partir... en tout cas, aller un peu n'importe comment. C'est pour ça aussi que la Magna Carta, en fait, vient aussi... met autant d'articles dessus. C'est-à-dire, c'est pour dire, maintenant, on va quadriller un peu les choses. Et au XIIIe siècle, et notamment, il y a un historien qui s'appelle Scott Waugh qui a beaucoup travaillé à partir de la Magna Carta jusqu'au XIIIe siècle, on va avoir une administration qui va encore plus se développer et qui va aussi un peu se calmer sur certaines choses. C'est-à-dire qui va reprendre les principes, mais qui va peut-être plus l'administrer. C'était Andrew Lony qui travaille sur le Prince Andrew, ça n'a rien à voir, mais il disait pour qu'un système perdure, il faut le réformer. Et donc c'est un peu l'idée. Ce système, il va être très important parce qu'il va continuer même jusque sous l'époque Tudor, mais ça va devenir une véritable administration. La plupart des dossiers dans les archives qu'on a, c'est des archives Tudor. C'est-à-dire où là, vraiment, c'est extrêmement quadrillé, c'est une administration complète. La période du XIIe siècle, c'est les jalons. C'est comme les jalons, en fait, de l'administration, qui est très développée par rapport à d'autres restes d'Europe, mais c'est à peu près c'est cette idée-là, en gros. Donc les Tudors, en plus, on est 16e. Oui. Et puis, est-ce que, du coup, on retrouve ce système jusqu'à quand, en fait, en Angleterre ? Alors, je pourrais pas te dire honnêtement. Moi j'ai vu jusqu'au Tudor. Je pense qu'on le retrouve encore au XVIIe siècle chez les Jacobins, les Stuarts. Si je ne fais pas de bêtises, je ne sais pas si ça a continué chez les Géorgiens, ça veut dire le 18e. Je ne pourrais pas te dire après. Et du coup, Émilie, pour tes recherches, on l'a compris, tu étudies plein de sources différentes. Comment ça se passe pour tes recherches ? Est-ce que tu vas dans les centres d'archives en Angleterre, en France, donc tu dois beaucoup bouger ? Parce que là, j'imagine que ce sont des sources un peu particulières. Est-ce qu'elles sont toutes numérisées ? C'est un peu plus complexe. On a des éditions, notamment de l'enquête. Elle a été éditée, c'est-à-dire cette enquête, il n'y a pas longtemps, en 2011, mais elle y est toujours, c'est-à-dire, donc moi je suis allée la consulter, cette enquête du XIIe siècle dans les archives nationales de Kew. L'avantage des Anglais, c'est qu'ils sont très accessible sur les sources, c'est-à-dire que vous pouvez y aller assez facilement. On devrait s'en inspirer un peu plus en France. Donc c'est beaucoup plus simple d'accéder aux sources anglaises. Donc il y a ces sources-là, c'est-à-dire ces enquêtes, il y a tous les documents, bon ça ils sont édités et c'est même une société qui s'appelle les Pipe Rolls, c'est-à-dire c'est les comptes de l'échiquier, c'est les comptes administratifs, c'est les comptes les plus anciens qu'on possède. Les Anglais ont énormément de comptes administratifs qui vont se développer surtout au XIIIe, mais les comptes de l'échiquier, ça, on les a à peu près dès le début du XIIe. Donc c'est vraiment une source absolument géniale, mais elle est éditée. On peut la consulter, ça je l'ai fait aussi, j'ai consulté les documents originaux, mais elle est à peu près éditée, surtout c'est une source en plus qui est beaucoup de comptabilité, donc c'est assez agréable aussi parfois de la consulter éditée. Il y a les chartes de pratique qui peuvent être éditées ou pas. Il y a aussi des recueils de chartes qu'ils ont fait, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle les Court of the Yards. Donc il y a une partie, c'est-à-dire des chartes qui ont été compilées sur les droits de garde aussi, et on a quelques traces, c'est-à-dire de fin 12e. Après, les mentions des gardes, on en a aussi dans les chroniques, qui elles sont éditées, c'est-à-dire qu'elles vont nous permettre de comprendre les tensions politiques, par exemple, un cas d'un conflit armé, le cas en fait qui sont liés autour d'une garde, même les droits de corps, c'est-à-dire quand on voit une pupille qui est mentionnée avec son gardien, en fait, là on suppose qu'elle est avec son gardien physiquement. Et ça, c'est mentionné dans les chroniques. Et ça, évidemment, c'est édité. J'arrive juste pas à me rendre compte, si tu dois faire une sorte de statistique à l'échelle de la population, tu dirais que c'est vraiment, on retrouve ça très souvent, ou est-ce que c'est finalement un système plutôt rare ? Déjà, c'est en fonction des décès et des impossibilités. Donc déjà, le décès est quand même assez fréquent dans les familles. Dans les familles, il y a quand même toujours un décès, donc c'est toujours possible.
Même pas forcément un décès, puisqu'on a vu que parfois c'est des cas qui sont empêchés. Donc dans la noblesse, je pense que c'est extrêmement fréquent, notamment rien que par le nombre de veuves. Toutes les veuves en Angleterre, elles sont sous garde. Donc là, c'est toutes les veuves nobiliaires. Ça en fait du monde. Ça en fait du monde. C'est plus difficile pour la population qui n'est pas nobiliaire. Ça, c'est vraiment en fonction des histoires de famille et des décès. Et là, c'est plutôt des gestions intrafamiliales. Par contre, oui, dès qu'il y a un cas de veuvage, c'est-à-dire il y a une garde. Donc ça fait énormément de population et vraiment un côté très systémique pour le coup. Et est-ce qu'il y a peut-être d'autres types de sources que tu exploites ou vraiment là tu te dis je vais aller fouiller tel carton en espérant trouver un moment un cas de pupille et de garde? Alors ça, on peut le faire dans les cartons, c'est généralement soit les cartons de charte, c'est-à-dire qui sont les Courts Wards, là vraiment tu as les cartons et tu fouilles pour essayer de trouver, c'est-à-dire où elles sont référencées la plupart du temps, c'est-à-dire que tu références et tu cherches dans le carton la référence que tu cherches qui pourrait mentionner justement cette garde-là. Ça c'est la plupart vraiment des sources, on va dire, de fouilles en archives pures. Après, c'est des fouilles, c'est-à-dire que tu vas faire dans les comptabilités, tu vas chercher sur la comptabilité, mais ça tu peux le faire en livre, en édité. Tu te plonges dans la comptabilité et tu cherches tous les cas de garde mentionnés sur une année, ou alors les amendes, est-ce qu'il y en a une qui s'est mariée sans autorisation, etc. C'est les idées. Il y a aussi les testaments. Alors les testaments, c'est plutôt pour l'époque saxonne, ça je l'ai regardé, c'est notamment pour voir les pratiques plutôt sur les périodes un peu plus saxonnes, pour le coup. Donc ça, on peut regarder quand on en a, c'est-à-dire de voir un petit peu qu'est-ce que les hommes conseillent, c'est-à-dire est-ce qu'ils conseillent un homme en particulier pour préveiller sur la famille, etc. Est-ce qu'il y a un lien avec le pouvoir? Ça, c'est vraiment une question. Donc du coup, en termes de sources, oui, c'est à peu près. Et surtout, c'est aussi de faire des études un peu prosopographiques. On choisit des membres de famille, parfois sur plusieurs générations, et on essaye de voir un peu ce que j'ai fait avec les Gloucester et les Clare, notamment, pour essayer de voir les femmes qui sont en garde. Il faut penser aussi qu'une femme, parfois, elle est plusieurs fois dans sa vie en garde. C'est vrai? Ah oui, par exemple. Elle s'en sort jamais en fait. En fait, Isabelle de Gloucester, elle a été en garde 3 fois dans sa vie. Elle a été en garde quand elle a été petite fille, c'est-à-dire adolescente avant son mariage avec Jean. Elle a été en garde à partir du moment où son mariage a été annulé avec Jean, donc Jean l'a gardée sous garde. Petite info aussi, c'était Louise Wilkinson qui l'a montré. Elle a probablement même résidé à un moment au même endroit qu'Isabelle d'Angoulême, c'est-à-dire la seconde femme de Jean Santerre. C'est pas mal non plus. Et elle a été en garde parce qu'elle s'est remariée une 2e fois. Et après son veuvage, c'est-à-dire après le règne de Jean Santerre, il y a un moment de vacation parce que il y a eu la grande révolte baronale et l'invasion de Louis VIII. Et là, elle est un peu en liberté. Et elle est remise sous garde par le conseil de régence. Ouais, elle s'en sort jamais. Ça me fait aussi penser, je fais référence aussi à un épisode que j'avais fait, l'épisode 85, et qui en fait, c'est un sujet que tu as dû entendre parler. C'est quelqu'un qui a travaillé, Thibaut Jouy, qui travaille lui sur les veuves en Anjou au XIIIe siècle. Donc on est un petit peu après ta période. Donc si vous voulez voir un petit peu comment des femmes... là vraiment, on est après la entre guillemets fin de l'Empire plantagenet et comment vraiment le rattachement éphémère du comté au domaine royal capétien. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller aussi voir là comment ça a changé. Émilie, dans tes recherches, du coup, est-ce que tu as eu des bonnes surprises, peut-être une découverte, tu te dis tiens, là t'as un cas particulier qui n'avait pas été étudié avant toi? La plupart du temps, c'est les cas dans les rotulis que je trouve les plus intéressants, parce que c'est pas forcément des cas, c'est des cas de la gentry, c'est-à-dire ce sont de la toute petite noblesse. C'est très multiple, les rotulis, on peut avoir de la très haute noblesse comme de la petite noblesse, ce qu'on appelle de la gentry. On a des cas assez amusants, c'est-à-dire donc du coup cette histoire par exemple de veuve qui a la garde de sa petite belle-fille. On a plusieurs petits cas comme ça qui sont assez étonnants, c'est-à-dire c'est plutôt des petites informations comme ça qui sortent et qui nous fait un petit peu vraiment questionner sur le rôle des femmes et en tout cas qui nous questionnent en tout cas sur leur adaptabilité et leur agentivité. Et là, alors, si on doit parler un petit peu de comment se passe ta thèse en ce moment, là, tu dirais que tu penses que tu en es à quelle étape? Est-ce que tu vois la fin arriver bientôt? Oui, la fin est programmée, donc du coup, pour l'année prochaine. Donc là, tu es dans la phase de rédaction? Oui, dans la phase de rédaction, oui. Là, par exemple, en ce moment, tu travailles sur quel sujet? Tu rédiges sur quel sujet? Là, je suis en train de rédiger sur les Saxons, du coup. Je suis en train de rédiger sur la période saxonne, c'est-à-dire vraiment comment le pouvoir royal anglais a développé au fur et à mesure des siècles cette politique. Et donc là, je suis vraiment sur les Saxons et après sur la conquête normande, du coup. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil d'ouvrage grand public ou alors un musée à visiter peut-être, qui serait lié à ton sujet pour en apprendre plus, ou peut-être sur l'Angleterre du XIIe siècle en général? Sur, en tout cas, le sujet en lui-même, il est quand même un peu technique. Et souvent, c'est une bibliographie anglaise et juridique, donc c'est pas forcément grand public. Je pense que ce qui est assez chouette sur les enfants, c'est les ouvrages de Didier Lett,
qui a fait franchement des livres assez accessibles sur les enfants au Moyen-Âge et même sur l'histoire du genre. Ça montre vraiment le quotidien et c'est assez agréable à lire. En musée, il y en a un qui est vraiment chouette sur l'Angleterre, qui est au XIIe siècle, qui est pas loin d'ici, c'est la forteresse de Chinon. Parce que dans la forteresse de Chinon, alors elle est plutôt connue pour Jeanne d'Arc, c'est vrai, mais ils ont fait tout un aménagement qui notamment parle des Plantagenets, fait des reconstitutions numériques sur le décor qui étaient les maisons nobiliaires, en tout cas au XIIe siècle, et notamment ils ont refait une chambre qui est probablement une des mieux d'Europe, même par rapport, on a une chambre qui a été faite d'Henri II, de l'époque d'Henri II, ce qui est assez rare parce que souvent on va faire le XVe siècle, rarement le XIIe, donc on n'est pas habitué à ça. Et il y en a très peu en Europe, il y en a une à Douvres, mais celle-ci est plus récente et a été bien travaillée en amont avec des chercheurs, et notamment sur le mobilier. C'est absolument magnifique, et donc ça nous donne vraiment cette esthétique qui était au XIIe siècle et qui est vraiment très très intéressante à voir à Chinon. Après, en grand public, il y a aussi une série qui est assez drôle, qui pour le coup s'appelle La Couronne du Diable, qui est sur Ina, et qui est en fait une sorte de roi maudit anglais, et qui est vraiment consacrée aux Plantagenets, c'est-à-dire d'Henri II jusqu'à Jean Santerre, et qui fait un épisode par roi, qui a été assez importante apparemment dans le cinéma anglo-saxon, parce qu'elle aurait peut-être été aussi inspirée la série Succession, en partie. Notamment le même acteur qui joue le père joue le roi Henri II. Mais elle date de quand, cette série ? Des années 70. Ah ouais. C'est sur Ina. Donc... Bon, alors pour finir, Émilie, est-ce que tu aurais peut-être un conseil de sujet à étudier pour des futurs chercheurs et chercheuses, quelque chose pour toi qui n'est pas assez étudié ou qui a été étudié il y a un moment et qui mériterait d'avoir un petit peu de renouvellement? Alors sur ce sujet-là, je pense que déjà tout ce qui est les espaces moins anglais, mais c'est-à-dire tout ce qui est les espaces au niveau du comté de Toulouse, même des États latins, je pense qu'il y a des beaux dossiers à travailler. Il y a encore des beaux dossiers aussi biographiques. Il va y avoir Marguerite, par exemple, l'épouse d'Henri II le Jeune, qui est une sacrée figure. Constance de Bretagne, qui ont été des figures très importantes, et finalement il y a pas mal de sources et j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de biographies dessus. Après, ce qui serait chouette aussi sur l'histoire des femmes, c'est plus de questions quantitatives. Ça veut dire quoi ? Des choses de plus prosopographiques que seulement des biographies. On en a pas mal aussi. Ça veut dire quoi pour le grand public ? Parce que là, je pense pas qu'il y ait des gens qui nous écoutent qui connaissent tous ces termes. Dans le sens, oui, prosographie, c'est plus vraiment de multiplier les études de cas sur du long terme, parce que ça nous permettrait de comprendre un peu plus le système en fait des pouvoirs féminins, de voir qu'on le retrouve finalement quand on trouve. En gros, de rassembler un peu tous les cas isolés. Oui, pour essayer de faire une image d'ensemble. C'est-à-dire c'est un travail de longue haleine, mais ça peut se faire avec plusieurs études de chercheurs. Ça, je pense que ça pourrait être très intéressant. Puis aussi les garçons, mine de rien, dans les pupilles, ça peut être assez intéressant sur les enfants. On en parle moins, mais je pense qu'il peut y avoir des beaux dossiers sur l'étude des garçons aussi, sur l'histoire de l'enfance. Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur le système de garde et de pupilles en Angleterre au XIIe siècle et comment en fait il a pu façonner une partie de l'histoire de l'Angleterre et même, on peut le dire, de l'Europe. Donc merci beaucoup Émilie Margex, c'était passionnant et puis bonne continuation pour ta thèse. Merci. Alors donc je te remercie aussi parce que c'est grâce à toi aujourd'hui qu'on a pu faire une série d'enregistrements au CESCM à Poitiers, parce que vraiment c'est vrai que quand j'en ai parlé plusieurs fois, mais quand Martin Aurel en 2018 m'avait conseillé de ces sujets, tu étais dans la liste des sujets qui m'intéressaient. La vie a fait que à l'époque on n'a pas pu enregistrer, donc je suis contente qu'après des années on ait pu réussir et rendre hommage aujourd'hui à Martin Aurel. Et voilà, si vous avez pu écouter peut-être l'épisode que j'ai enregistré avec Paul Webel qui est sorti le mois dernier, en fait là vraiment vous avez 3 mois de suite entre le sujet sur la dot, Aliénor et aujourd'hui. Là l'histoire des femmes, on peut pas dire qu'on n'en parle pas dans Passion médiéviste, vraiment là, il y a limite un lobby, et tant mieux. Et aussi, il y aura aussi l'épisode sur l'Empire Plantagenet, où bon, là, on a parlé un peu plus politique générale, ce qui est aussi un peu rare dans Passion médiéviste pour le coup, donc ça fait aussi du bien de temps en temps. Donc merci beaucoup à toi d'avoir permis d'organiser tout ça. Je remercie bien sûr toutes les personnes au CESCM, il y a vraiment beaucoup de personnes, que des femmes en fait, j'ai l'impression, ce qui est plutôt bon signe quand même, qui ont permis que cette journée d'enregistrement et cette journée d'hommage ait lieu. Je le dis comme d'habitude, il y aura donc sur mon site un petit résumé de tes travaux, de ce qu'on a dit aujourd'hui. On vous mettra des images, on vous mettra des références bibliographiques si jamais vous êtes chercheur et chercheuse et que vous voulez en savoir plus. Oui, comme pour tous les épisodes de Passion médiéviste, pour vous montrer le côté scientifique de ce travail que j'essaie de faire.
Vous avez une petite biblio qui est à chaque fois conseillée par mes invités pour permettre d'en savoir plus, pour aller un petit peu plus loin. Donc j'espère que ça peut être utile à plein de personnes, mais aussi pour le grand public, d'avoir des ouvrages aussi, j'espère, accessibles, ou parfois même des liens. On vous met des liens vers des articles que vous pouvez consulter directement en ligne. Tant que vous êtes sur le site, profitez-en, allez voir mes autres podcasts. On a aussi Passion moderniste sur l'époque moderne, où là on parle beaucoup d'histoires sociales, aussi d'histoires des femmes, parfois d'histoires de révolte. Donc là c'est un peu différent, on est un peu loin de l'aristocratie. Et j'ai aussi Passion antiquité, avec un S à antiquité, où là moi je vous propose de partir de l'Europe, de partir de l'Angleterre, où vraiment des fois on explore un peu toutes les antiquités. Notamment sur une 30aine d'épisodes, il y en a 6 sur la Mésopotamie. Oui, j'ai une petite obsession. Mais en même temps, c'est un sujet qui est très intéressant et qui, je trouve, en tout cas à ma petite échelle, il y a plein de points communs avec le Moyen-Âge, entre la Mésopotamie. Eux, ils ont plein de tickets de caisse, comme les appellent parfois les historiens de la Mésopotamie. Donc finalement, on a plein de points communs. Et dans le prochain épisode de Passion médiéviste, on parlera d'un sujet très différent. Alors là, vraiment, on va mettre de côté l'histoire des femmes, quoique, peut-être un petit peu. On parlera de la maison au XVe siècle. Vous allez voir, ça va être très intéressant avec une petite particularité. Il y aura peut-être plusieurs personnes au micro en plus de moi. Vous verrez, ça va être très très chouette. Merci beaucoup et puis à bientôt. Salut! Prévu dans l'introduction, on se retrouve du coup à la fin de l'épisode pour remercier les personnes qui ont soutenu Passion médiéviste. Ça veut dire quoi quand je dis ça? Alors, il se trouve que Passion médiéviste, c'est un podcast indépendant qui n'a pas de publicité. Voilà, les seules publicités que j'ai eues en 9 ans, c'est pour des musées et vraiment, il y en a eu, je crois, 5 fois. Donc, ça va. Et donc, je me rémunère grâce à des partenariats que je fais parfois, mais surtout, vraiment surtout, et c'est pour moi la façon la plus pérenne, c'est grâce à vos soutiens. Alors déjà, vous pouvez aussi me soutenir en partageant le podcast autour de vous, voilà, en allant s'abonner sur Instagram, en allant liker, en allant partager autour de vous. Tiens, voilà, vous envoyez à votre famille. Et si jamais c'est possible pour vous, vous pouvez me soutenir financièrement à partir de quelques euros par mois. C'est comme si vous m'offriez un thé ou un café, parce que vous ne boivez pas de café, donc ce sera plutôt un thé ou un croissant. Et imaginez que si chaque personne qui écoutait ce podcast me donnait 2 euros par mois, on va dire que je pourrais engager 2 personnes à temps plein, en plus de me rémunérer moi. Voilà. Donc déjà, merci énormément aux personnes qui le font. Je me sens très chanceuse, vraiment, grâce à vous, de pouvoir en vivre quasiment, parce que grâce à vous, Passion médiéviste, c'est la moitié de mon activité en freelance, et même de rémunérer des personnes, parce que, par exemple, l'illustration de l'épisode que vous voyez, elle a été faite par Dean, et chaque illustration, voilà, je les commande à des artistes que je peux rémunérer, et de temps en temps aussi, je rémunère des personnes qui m'aident pour le montage et tout ça. Alors, du coup, ce mois-ci, en plus de David et de Laure au début, je tiens à remercier Lucie, Zoé, Michael, et aussi Loïc. Voilà, merci énormément. Et sachez que quand vous soutenez Passion médiéviste, alors vous n'avez pas forcément de contenu en plus, vous n'avez pas de podcast en plus, parce que je fais en sorte que le podcast reste gratuit et accessible pour tout le monde. Mais par contre, vous avez quelques infos en avant-première. Donc quand je fais un événement ou un gros projet, vous êtes tenu en avance, vous avez les places en priorité, tout ça. Et vous avez tous les mois une petite newsletter où je vous parle un peu des coulisses de Passion médiéviste, de comment je travaille, comment je réfléchis. Donc voilà, pour avoir un peu un suivi. Merci encore beaucoup aux personnes qui le font. Allez, et encore une fois, à bientôt. Salut!